Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 22 février. À la une, le Conseil des ministres avec deux décisions majeures. L'élection des sénateurs le 24 mars, 19 mars, début de campagne avec 33 lieux de vote. Également les événements de Bloléquin. Le gouvernement condamne, le chef de l'État va s'adresser à la nation. Le président Alassane Ouattara, qui avant le Conseil était à Accra dans le cadre de la 5e réunion sur la monnaie unique de la CEDEAO. Information essentielle, une feuille de route en 10 points a été adoptée pour atteindre l'objectif en 2020. Au Nigeria, des lycéennes enlevées par Boko Haram puis secourues par l'armée. Retour sur les faits dans votre édition. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'élection des sénateurs aura lieu le 24 mars. Décision du Conseil des ministres qui a examiné la situation à Bloléquin, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Parlant justement de cette situation, le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour ramener le calme dans la zone. Awa Touré revient sur quelques décisions de ce Conseil des ministres d'hier. Le 24 mars 2018, c'est la date retenue pour l'élection des sénateurs. Le Conseil des ministres de ce mercredi 21 février a adopté à cet effet 6 décrets portant organisation de ce scrutin, le premier du genre en Côte d'Ivoire. Le Sénat, il faut le rappeler, est l'une des innovations majeures de la Constitution de la 3e République de Côte d'Ivoire, promulguée le 8 novembre 2016. Sur proposition de la Commission électorale indépendante, le collège électoral pour l'élection des sénateurs est convoqué le samedi 24 mars 2018. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 17 h. La durée de la campagne électorale est fixée à 4 jours. Cette campagne s'ouvre le lundi 19 mars à 0 h et sera close le jeudi 22 mars à minuit. L'élection des sénateurs a lieu dans chaque région, ainsi que dans les 2 districts autonomes, donc celui d'Abidjan et celui de Yamoussoukro. Cette élection a lieu au suffrage universel indirect. C'est une élection dont les électeurs sont les élus eux-mêmes, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux. L'élection se tient au suffrage universel indirect et au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans vote préférentiel ni panachage. À cet effet, il est créé 33 lieux de vote sur l'ensemble du territoire et 35 bureaux de vote. 33 lieux de vote, donc un lieu par région et 3 bureaux à Abidjan, donc ce qui donne les 35 bureaux de vote. Le Conseil a également pris des mesures face à la situation sécuritaire à Bloléquin. Les événements de Bloléquin qui ont fait 2 morts et d'importants dégâts matériels. Devant la gravité des faits, le Conseil des ministres a arrêté les mesures suivantes. Le maintien du dispositif renforcé de sécurité dans la zone. Le redéploiement de toutes les autorités préfectorales de Bloléquin. Le déplacement de tous les gendarmes ayant plus de 4 ans de présence dans la localité, soit 18 gendarmes sur les 31 qui y sont. Le démantèlement définitif de tous les barrages anarchiques. La conduite d'une opération de ratissage et de récupération des armes illégalement détenues dans la zone. L'ouverture d'un commissariat de police à Bloléquin dans les plus brefs délais. Les enquêtes se poursuivent pour établir les responsabilités. Les auteurs impliqués dans ces événements pourront, le cas échéant, être traduits devant la justice. Le gouvernement a par ailleurs autorisé la visite de travail en Côte d'Ivoire du ministre portugais de la Défense. Une visite consacrée aux questions liées à la sécurité dans le golfe de Guinée. Avant le Conseil, le chef de l'État était à Accra où il a pris part au mini-sommet sur la monnaie unique de la CEDEAO. La 5e réunion a défini les activités à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif en 2020. La feuille de route qui a été adoptée tourne autour de 10 points. Viviane Aïmen, notre envoyée spéciale.
Cette 5e rencontre de la Task Force présidentielle de la CEDEAO sur la monnaie unique, tenue ce mercredi 21 février à Accra au Ghana, a enregistré la présence effective de 4 chefs d'État. Les présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo, de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Niger, Mahamadou Issoufou, du Togo, Faure Gnassingbé, Gnassingbé, le président de la République fédérale du Nigeria, étant représenté par le président de la Banque centrale nigériane. Il convient de rappeler que la Task Force présidentielle sur la monnaie unique a été mise en place en 2014 par la CEDEAO qui a désigné pour la conduire 2 chefs d'État, les présidents du Niger et du Ghana, qui sont de fait les coprésidents de ce comité de travail présidentiel. En 2015, la CEDEAO décidait d'élargir ce comité de travail aux présidents de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Cette 5e réunion de la Task Force présidentielle ce mercredi 21 février se tient 4 mois après la précédente réunion qui s'est tenue le 24 octobre 2017 à Niamey au Niger. Elle a démarré ce mercredi par un huis clos exclusif des chefs d'État. Tout d'abord à Flagstaff House, le palais présidentiel du Ghana, où le président Akufo-Addo et ses pairs, membres du comité de travail présidentiel, se sont concertés avant la réunion ouverte qui a eu pour cadre le Centre de conférence internationale d'Accra. En ouverture, discours des 2 coprésidents de la Task Force, les présidents du Ghana et du Niger. Ils ont tous 2 réaffirmé la détermination de la CEDEAO à mettre en place la monnaie unique pour faciliter les échanges commerciaux entre les États de la communauté. L'échéance 2020 comme date butoir pour la réalisation effective de la monnaie unique est revenue constamment dans les discours des chefs d'État. En raison des retards accumulés dans l'exécution de la précédente feuille de route, une feuille de route révisée a été élaborée par les comités d'experts. Elle devait être soumise ce mercredi à la Task Force présidentielle pour être adoptée. Par ailleurs, une autre préoccupation, et non des moindres, le financement de la feuille de route. Ces différents aspects ont été examinés par les chefs d'État en séance de travail ouverte à leurs ministres. La feuille de route révisée a été adoptée par le chef de l'État à l'occasion donc de cette réunion de la Task Force présidentielle. C'est une feuille de route donc révisée qui permet de dire qu'en 2020, la monnaie unique de la CEDEAO sera une réalité. La feuille de route donc comprend 10 programmes et 35 activités qui ont été chiffrées à environ 5 millions de dollars. Il a donc été demandé de faire en sorte que ces ressources soient mobilisées. Immédiatement, un tour de table a été fait, une décision donc a été prise. Les États africains de la CEDEAO, les banques centrales, ont été donc mises à contribution pour verser donc le gap d'environ 4 millions à rechercher. Donc je peux donc dire que les activités contenues dans la feuille de route sont donc couvertes financièrement. Il reste simplement donc à les déployer. C'est ce qui va commencer dès le 2e trimestre de l'année 2018. Ardent défenseur de la monnaie unique de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a apporté sa caution aux décisions de cette 5e réunion de la Task Force présidentielle de la CEDEAO dont il est membre actif avant de regagner son pays. Et oui, le président a regagné Abidjan hier et il a présidé le Conseil des ministres. C'est un constat aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire. Moins d'1 an après leur réhabilitation pour certaines et de 2 ans pour d'autres, la plupart des routes ivoiriennes sont gagnées par une rapide dégradation, surtout avancée, nid de poules, voies impraticables. Bref, le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, est en campagne de sensibilisation sur le sujet, nous dit Lanciné Bakayoko. Des tas d'immondices jetés dans les ouvrages d'assainissement, de l'eau sale déversée dans les caniveaux, comme c'est le cas ici à Yopougon-Andokwa. Des actes d'incivisme qui dégradent précocement nos routes communales, chèrement réhabilitées par le gouvernement. Il faudrait que ces problèmes-là soient réglés. Parce que si ces problèmes ne sont pas réglés, tous ces investissements que le chef de l'État a accepté de faire vont se dégrader assez rapidement. Les maires doivent nous aider pour entretenir ces voiries. Nous, ce qu'on appelle entretien, c'est que les voies soient balayées, c'est que les caniveaux soient curés, de sorte que les eaux puissent s'écouler.
à Atekoubé, à Bobo, tout comme à Yopougon, où le ministre des Infrastructures économiques est passé, des problèmes de sécurisation des servitudes existent. Les abords des routes sont devenus des garages, des magasins et des lavages automobiles, ce qui rend difficile la réalisation des chantiers, l'assainissement et le curage des ouvrages. La situation nécessite des décisions courageuses. Des opérations de déguerpissement vont ainsi être engagées pour sauvegarder les infrastructures routières et d'assainissement. Tous ceux qui ont branché leurs eaux usées sur les routes, évidemment qu'il faut les sanctionner. Le plan d'urgence mis en place par le gouvernement pour faire face à la dégradation accélérée de la voirie urbaine à Abidjan aura coûté plus de 70 milliards de francs CFA. Une sensibilisation pour éviter les accidents sur nos routes, avec cet appel à la prudence sur nos routes, se fait à 40 km d'Abidjan. Ce matin à 8 h, un car en provenance du Mali est rentré en collision avec un autre car stationné en bordure de voie. Le chauffeur, dans un état critique, aurait été perturbé après le mauvais dépassement d'un gros camion de vivrier. À bord du véhicule, une cinquantaine de passagers. Pas de perte en vie humaine, mais des blessés graves. Arrivée sur place, une équipe du FER est intervenue avant l'arrivée des premiers secours. À vue d'œil, connaissez-vous facilement les dockers en zone portuaire? Une préoccupation à laquelle Francis Boifo tente de répondre. Il a choisi comme prétexte les assises sur leurs conditions de travail pour percer leur mystère. Regardez. Ils travaillent sur les quais dans les ports. Les dockers chargent et déchargent toutes les marchandises qui embarquent ou débarquent du bateau à l'aide d'engins de portage, mais le métier reste très physique. Dockers, occasionnels ou professionnels, ces acteurs des zones portuaires, surtout ceux d'Afrique, travaillent dans des conditions souvent difficiles. La culture de la prévention n'existe pratiquement pas. Les travailleurs dockers sont les premiers à être en contact avec les risques. Chaque pays, en moyenne, il peut y avoir 300 à 600 accidents, quelquefois des accidents mortels dans l'année. On a des conditions de travail qui sont un petit peu mieux que ce qu'on peut constater dans les ports en Afrique en général. On est obligé de travailler sur des plans de prévention, des plans de circulation. On travaille également sur la prévention des expositions à différents risques, notamment les gaz toxiques. Formation, santé et sécurité au travail. C'est en substance ce que visent les dockers d'Afrique à travers cette rencontre d'Abidjan. Nous voulons bénéficier de l'expertise et de l'expérience de nos camarades parce que la prévention est un point essentiel. Quand vous prenez les statistiques de l'OIT, il est dit que 4% du PIB est consacré à la question de prévention. Le Conseil international des dockers Zone Afrique a été créé en 2010 au Ghana. Il regroupe 8 pays et compte plus de 15 000 membres. Dans le domaine de la gestion portuaire et du BTP, des organismes ont été primés pour la qualité de leur travail qui intègre les TIC. C'est le fait marquant de la première édition de la journée consacrée à la qualité et à la performance des entreprises. Il faut signaler que la Côte d'Ivoire enregistre moins de 3% d'entreprises certifiées. On fait le point avec Cheikh Koné. Technologies de l'information et de la communication, TIC, ne doivent plus être considérées par les entreprises comme une ressource d'accompagnement, mais bien plus comme un élément essentiel autour duquel tous les autres compartiments de l'entreprise doivent s'organiser. C'est en substance le message que veulent véhiculer les promoteurs de cette journée qui visait 3 objectifs majeurs. Le premier est la sensibilisation des responsables et chefs d'entreprise à l'utilisation des outils modernes de management de la qualité, ainsi que l'intégration et l'utilisation des TIC dans la gestion des performances de ces entreprises. Parrain de la cérémonie, Serge Kofi, conseiller au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, a situé l'enjeu du numérique dans la facilitation de la démarche qualité et l'amélioration de la performance en entreprise. J'affirme qu'aujourd'hui, le numérique doit être un élément de la stratégie de toute entreprise ambitieuse. Cette vue des choses modifie en profondeur la façon dont nous devons désormais concevoir le fonctionnement de nos entreprises. 7 organismes sélectionnés dans 7 domaines d'activité ont été primés entre autres Côte d'Ivoire Tourisme, Aéria, les ATIC, l'Académie des sciences et techniques de la mer. Parmi les critères de sélection, l'orientation client, le leadership, l'implication du personnel, la prise de décision et le management des relations.
Ils sont combien ici en Côte d'Ivoire à parler leur langue maternelle? La question reste posée et pourtant le pays compte plus d'une soixantaine de langues maternelles. Pourquoi nos langues sont négligées au profit du français et de l'anglais? Hier, c'était la journée dédiée à la langue maternelle et nous avons évoqué le sujet dans notre JT avec la création des syllabaires dans les différentes langues de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre reporter Davis Oyo va plus loin pour comprendre pourquoi nos langues maternelles sont de moins en moins parlées ici en Côte d'Ivoire. Son dossier est commenté par Franck Wadio. Regardez. Née d'un père Bété et d'une mère Dida, Maïva a 9 ans. Élève en classe de CM1, elle ne parle aucune des 2 langues de ses parents. Je ne comprends pas les 2 ethnies parce qu'à la maison ici, on parle beaucoup le français. Jacques est l'aîné de la famille. Ce garçon de 15 ans a quelques notions de la langue maternelle de sa mère, le Dida. Il a par contre d'énormes difficultés à s'exprimer dans cette langue. Cet élève en classe de seconde ne trouve d'ailleurs pas d'intérêt à parler sa langue maternelle. Je ne trouve pas que ma langue maternelle peut m'apporter quelque chose parce qu'à l'école, on parle le français, l'anglais et l'allemand. Dans la famille à Grobli, la langue maternelle n'est pas couramment parlée. Le problème, au fait, c'est surtout que monsieur est bêté et que moi je suis Dida. Je n'arrive pas, je ne parle pas la langue avec mon mari à la maison quand il est là. Et également, c'est des rares fois que quand la vieille vient, mais quand ils vont un peu en vacances chez la vieille, ils arrivent un peu à entendre, mais pour le parler, un peu difficile. Après les Grobli, direction la famille Santos. Ici, le Koulango est couramment parlé. Illustration, Roselyne, la cadette de la maison, maîtrise très bien cette langue. Son enfance au village lui a permis d'acquérir des notions de Koulango. Il a vécu au village. Bon, il s'est venu à longtemps. Il parle souvent avec ma grand-sœur. Quand il est avec mes amis, souvent, il parle en Koulango. Et puis quand il me demande ça veut dire quoi, il traduit ça en français. Stéphanie, cette mère de famille, arrive à utiliser sa langue maternelle pour encadrer son fils à la maison. Quand j'explique en français qu'il ne comprend pas, je lui explique un peu en Koulango, puis il me dit « Ah oui », mais même me disait ça aussi souvent. Donc pour moi, ça veut dire ça, ça veut dire ça, j'ai dit oui. Donc on fait comme ça, on fait comme ça. Et au fur et à mesure, un peu, il arrive à s'en sortir. Donc pour moi, c'est un plus à son éducation scolaire. Autre décor, même engouement pour la langue. Ici, la Vikam est la première langue parlée à la maison. Attaché à sa culture, le chef de famille accorde une place prépondérante à son ethnie. Une fois qu'on met un enfant au monde, quand on lui donne de l'eau, le sein, la maman lui parle de la Vikam d'abord, lui parle de la langue maternelle d'abord, avant que le français suive. Le français, c'est à l'école, on apprend ça. Mais quand nous sommes à la maison, nous parlons notre langue Vikam. L'une des filles de la famille depuis son bas âge, Armelle, est amoureuse de sa langue. Quand il y a les vacances ou bien les petits congés, on y va au village aussi. L'entourage, le village, l'environnement, les frères, les soeurs, les amis. Donc, puisque lorsqu'on se trouve au village, il faudrait forcément qu'on parle la langue maternelle. Nos langues sont de moins en moins parlées dans les familles ivoiriennes et certaines seraient en voie de disparition selon la Société internationale de linguistique, SIL. Les langues en voie de disparition, essentiellement le Ega, le Tin, le Wane. Et ces langues ont besoin d'être visitées, recevoir des recherches linguistiques et que les fils et les filles, les locuteurs de ces langues et les communautés linguistiques de ces langues se joignent aux structures qui travaillent à la redynamisation des langues, que tous se mettent ensemble pour que nous puissions redonner une vitalité à ces langues. Mais aussi les Outilés et même l'Abron, dont les locuteurs parlent de plus en plus le Koulango. La langue, c'est le vecteur par lequel la culture s'exprime. Un peuple qui n'a pas cela est un peuple qui est mort, mort vivant. Ce qu'on gagne,
c'est qu'on peut communiquer avec ses parents. La communication est possible et on peut aussi avoir des huis clos. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de huis clos en tant qu'Ivoirien. Quand on se retrouve, on parle en français, tout le monde comprend le français, on ne peut rien cacher. Face à la régression préoccupante du nombre de locuteurs des langues nationales, le ministère de la Culture et de la Francophonie envisage instaurer dans tous les établissements scolaires l'enseignement des langues de Côte d'Ivoire. À 13h20, on met le cap sur Yamoussoukro. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a choisi la capitale politique de la Côte d'Ivoire justement pour sa première sortie à l'intérieur du pays. Le diplomate français a eu des échanges avec le maire de la commune. La France a été sollicitée pour son soutien dans divers secteurs. Reportage Kader Sogodogo. Gilles Hubinson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, est accueilli à la mairie de Yamoussoukro par le maire Nyanangwe Kwaku Jean. Le diplomate français en poste depuis septembre 2017 effectue ainsi sa première sortie à l'intérieur du pays. Avec le premier magistrat de la commune de Yamoussoukro, l'entretien a porté sur plusieurs sujets avec en ligne de mire le soutien de la France pour le développement de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. À cet effet, le maire Nyanangwe Kwaku Jean a fait 3 doléances. Le soutien de la France pour l'organisation d'un concours d'orthographe qui va mettre en compétition les élèves des lycées et collèges de Yamoussoukro. L'organisation d'un concours de salubrité dans les quartiers et villages de Yamoussoukro et enfin l'équipement de la bibliothèque municipale. Gilles Hubinson a promis donner très bientôt une suite à ces sollicitations. Avant de quitter Yamoussoukro, le diplomate français a reçu une invitation du premier magistrat pour prendre part à Pakinou Bélier 2018, le rendez-vous culturel par excellence du peuple baoulé prévu pour la fin mars. Après Yamoussoukro, direction Bouaké pour parler de la lutte contre la migration irrégulière des jeunes Ivoiriens. Le gouvernement s'active pour freiner le fléau. Des caravanes de sensibilisation sur les conditions de la migration régulière sillonnent le pays. L'étape de Bouaké donc dans ce reportage de Charles Tatou. Des milliers de jeunes Africains risquent leur argent et leur vie pour une aventure incertaine. Parmi ces aventuriers, des Ivoiriens qui ont quitté le pays à la recherche d'un mieux-être en Europe avec l'idée de traverser la mer Méditerranéenne en passant par la Libye. Certains perdent leur vie, d'autres subissent des rackets, des exploitations au travail et même des exploitations sexuelles. Ils sont donc nombreux, les jeunes Ivoiriens, qui ont opté pour la migration clandestine et bloqués en Libye. Face à cette situation alarmante, des dispositions ont été prises. La prise en charge du retour des migrants et la création d'un centre d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des migrants. Sur le terrain également, des caravanes pour sensibiliser les populations. Les messagers du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ont séjourné à Bouaké. Utilisez ce courage-là que vous avez pour affronter la mer, pour affronter le désert. Utilisez ce courage-là pour rester ici. L'État de Côte d'Ivoire est à votre disposition, mais ne restez pas chez vous. Il faut aller aussi vers l'information. Les risques de la migration clandestine ont été présentés grâce à des diapositives. Cette caravane a été aussi une occasion pour faire la promotion des conditions de la migration régulière. Mon propre fils a voulu se rendre en Italie et j'ai crié sur lui, il a 22 ans. Alors vraiment, ça me fait un grand plaisir d'apprendre tout ce que vous venez de nous dire. Alors je transmettrai ce message au village. De 2016 jusqu'à ce jour, plus de 2600 migrants ont regagné le pays, dont 1470 en provenance de la Libye. Amant, un présumé gang mis hors d'état de nuire par la police criminelle, ce groupe a fait environ 40 victimes dans la ville de Mans avant d'être mis aux arrêts suite à un appel anonyme. Les faits avec notre correspondante Eve Bouy. Fin de parcours pour Kamara Almami, 20 ans, Diomandé Tia Marcel, 19 ans, et Traoré Mamourou, 27 ans. Les deux premiers sont des repris de justice. Ce gang troublait le sommeil de la population manoise depuis le début de l'année.
leur lieu de prédilection, hôtel, maquis, bar, boutique. Ils étaient tout de même organisés dans le crime. Diomandé Tia Marcel, natif de Mans, est chargé de repérer les endroits à visiter avec son acolyte Kamara Almami. Après leur forfait, le butin est confié à Traoré Mamourou. Et c'est à juste titre que la perquisition à son domicile a permis de retrouver une moto volée, une Kalachnikov, des munitions, de la drogue et divers objets volés dont des téléphones portables. Exploitant une information anonyme, les hommes du capitaine Beugre Dakouri ont pu réaliser cet exploit. Il faut dire que ce groupe a beaucoup sévi, a beaucoup perturbé la quiétude des populations. Depuis le 25 janvier jusqu'à ce jour, nous avons reçu nous seuls à nos services 13 plaintes contre eux, c'est-à-dire en moyenne 30 à 40 victimes. Et ils ont été formellement reconnus par toutes les victimes. Toutes les victimes. Un joli coup de filet pour la police criminelle de Mans qui travaille en sous-effectif et sans moyens adéquats de locomotion. Il serait souhaitable d'y remédier pour cette direction qui couvre les régions du Guémon, du Cavali et du Tonkbi. Hors de nos frontières, 2 soldats français sont morts hier au Mali dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule blindé. Ces 2 décès portent à 12 le nombre de militaires français tués depuis le lancement de l'opération Barkhane en 2014. Au Nigeria, l'armée aurait libéré 76 des 111 collégiennes qui étaient encore portés disparus hier après leur enlèvement par Boko Haram. Boko Haram, dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Ces écolières avaient été enlevées alors qu'elles étaient à la mosquée pour la prière du soir. Le récit de Sidonie Davila. 2 jours après l'attaque d'un internat filles par des combattants de Boko Haram, 111 lycéennes étaient toujours portées disparues mercredi dans le nord-est du Nigeria. Les insurgés du groupe djihadiste nigérian, lourdement armés, ont mené lundi un assaut sur le village de Dabki, tirant en l'air et faisant exploser des grenades, selon des témoignages des habitants. La plupart des élèves et professeurs de cet internat se sont enfuis en brousse, craignant d'être enlevés par les combattants, comme ce fut le cas des lycéennes de Chibok il y a de cela 4 ans. Certaines parmi les dizaines de jeunes filles portées disparues après l'attaque ont été retrouvées et mises en sécurité par les forces armées. L'une des jeunes filles ayant réussi à s'échapper, Aïcha Youssouf, raconte que plusieurs de ses camarades avaient escaladé un mur d'enceinte dans la panique avant de monter dans des véhicules stationnés à l'extérieur. Ces véhicules pourraient appartenir aux assaillants. Aïcha Youssouf décrit une expérience traumatisante. Selon le ministre de la police de l'État de Yobe, 815 étudiantes sont rentrées à Dabchi où elles ont été vues sur un total de 926. 111 manquent encore à l'appel. L'internat qui accueille des filles âgées de 11 ans et plus a été fermé pour 1 semaine, mais les familles des étudiantes disparues se sont rassemblées pour réclamer des explications. Ces dernières craignent que le pire se soit produit. Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, à l'issue d'un conseil des ministres, a ordonné à l'armée de prendre immédiatement les choses en main et de l'informer de l'évolution de la situation. Et rappelons justement ici le Conseil des ministres d'hier avec 2 décisions majeures. L'élection des sénateurs le 24 mars, 19 mars, début de campagne avec 33 lieux de vote. Également les événements de Bloléquin, le gouvernement ivoirien condamne ces violences. Le chef de l'État va s'adresser à la nation. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Jean-Jacques Kwameala. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20h.